la science, puisque vous avez la lourde responsabilité d'incarner la science, que nous dit la science sur l'avenir à court terme de la formation? Oui, merci pour cette prise de parole. Merci à l'INFA pour organiser cette journée où on peut se poser cette question-là, même si, rassurez-vous, je serai très rapide, puisque cette table ronde est placée sous le signe du débat, donc je ne veux absolument pas faire une conférence comme c'est l'usage, mais peut-être initier quelques questions pour faire naître un débat. Alors, partir peut-être d'une évidence, mais je crois qu'il y a des évidences qui ont besoin d'être rappelées, en tout cas comme constat de départ. Rarement le monde du travail et de la formation n'auront subi en si peu de temps des transformations aussi profondes et aussi radicales. Dans un tel contexte, se pose avec encore plus d'acuité que d'habitude la question soulevée par cette table ronde, et je remercie aux organisateurs d'avoir choisi ce titre, comment réinventer la formation, comment innover, non seulement pour durer, mais plus fondamentalement pour rester vivant dans le projet de formation tout au long de la vie que nous portons. La question est immense, et il ne saurait être question ici de dresser une cartographie complète des chamboulements à l'œuvre et des défis auxquels le monde de la formation des adultes est aujourd'hui confronté. Il est en revanche possible, très brièvement, de réaliser quelques constats sur ces transformations profondes auxquelles nous assistons et auxquelles le champ de la formation des adultes ne peut que se mobiliser pour les travailler en profondeur. D'abord, rappeler que la fameuse loi de 2018, qui est venue percuter le monde de la formation, et les collègues ici pourront bien évidemment en parler, cette loi intitulée « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », elle a acté, imposé, certains disent-ils, le retour à travers le fameux CPF, le compte personnel de formation, une vieille conception et une idéologie selon laquelle chaque individu serait comptable de la gestion de ses compétences. Et que la personne, qu'elle soit qualifiée ou non, qu'elle soit accompagnée ou pas, eh bien, finalement, serait la propre garante de la réussite ou non de sa trajectoire et de son parcours d'apprentissage. C'est à lui de s'orienter, de définir des objectifs et de parvenir à se repérer dans ce qu'aujourd'hui on pourrait nommer le maquis de la formation. Le maquis d'une offre de formation qui se présente désormais comme une succession de produits à la carte et parmi des milliers d'intitulés. Alors, on pourra en discuter, je ne pourrais pas approfondir ce phénomène, mais je crois que c'est une des premières transformations de fond auxquelles nous sommes confrontés. Dans le même mouvement a été mis en place les fameuses AFEST. Vous savez bien de quoi je parle, ces actions de formation en situation de travail, qui actent un principe sur lequel on ne peut a priori qu'être d'accord, et moi venant de l'analyse du travail, bien évidemment ça peut paraître comme une évidence, selon lequel la dimension formative des activités professionnelles, je dis bien la dimension formative des activités professionnelles, est enfin reconnue. Alors, pour ceux qui étudient depuis plusieurs décennies les rapports entre travail et formation, dont je fais partie, cela peut sembler relever d'une évidence. Et les précurseurs qui ont été nommés là, depuis tout à l'heure, et dont Christian Lehn a rappelé les noms importants, portaient aussi cette dimension formative et émancipatrice de l'activité de travail. C'est-à-dire pas simplement le travail dans son versant productif, mais le travail comme une expérience de construction de soi. Alors, bien évidemment, dans les faits, vous me suivez, je vois quelques têtes qui participent à ce raisonnement, la mise en œuvre des AFEST pose des problèmes colossaux aux entreprises et aux branches professionnelles. Et un autre problème majeur que pose la mise en place de ces AFEST, c'est la question de la certification. Alors, ça peut sembler technique ce débat, mais au fond, il y a une véritable question qui se pose, qui est celle de savoir, outre l'acquisition des compétences, en lien avec l'exercice du travail, qu'est-ce qui est transférable, qu'est-ce qui est reconnu, et qu'est-ce qui est valorisable par la personne dans sa trajectoire et sur le marché de l'emploi à plus ou moins long terme. Puisque, j'y reviendrai,
former, comme ça l'a été rappelé depuis le début de cette soirée, c'est pas simplement préparer une personne à la réalisation de gestes professionnels. C'est aussi participer à ce qu'on appelait aussi l'émancipation et la promotion sociale de la personne. Vous vous souvenez, ce terme de promotion sociale, qui faisait partie de la loi de 71, et qu'aujourd'hui, qui ne circule plus totalement, ou peut-être plus autant que ce qu'on pourrait l'imaginer. Alors, troisième point, il faut que j'aille très vite, excusez-moi, hein, je suis obligé de pointer comme ça des transformations profondes. Troisième point, ça a déjà été mentionné, eh bien, c'est le développement foudroyant des outils, des environnements numériques, et bien évidemment de la génération des IA. Alors, et de la grande diversité de leurs usages, qui est aujourd'hui un principe incontournable. Christian l'a rappelé, je crois que c'est très important d'observer que l'INFA a voulu prendre à bras-le-corps cette question, et que c'est autant le conseil scientifique, mais aussi que le conseil éthique qui ont été consultés pour traiter de cette question. Ça me semble fondamental. Ça me semble fondamental. Mais se posent des questions de fond par rapport à l'usage de ces IA, c'est quels effets en termes d'apprentissage et quel est le rôle du formateur humain. On est maintenant obligé de préciser cette locution. Quel est le rôle du formateur humain dans cette nouvelle ère technologique? Quelle est sa place? Bientôt on se posera la question de quelle est sa plus-value. Les phénomènes sont inversés. Il n'est pas possible ici de mentionner d'autres processus et d'autres phénomènes structurants qui ont été la réforme de l'apprentissage, l'accroissement spectaculaire du nombre d'apprentis ces dernières années, la réforme de la certification professionnelle avec l'arrivée des fameuses micro-certifications qui reposent les mêmes questions que celles que je viens d'évoquer. Ce n'est pas simplement des questions techniques qui se posent, c'est des questions de fond. Et de préciser bien évidemment qu'en toile de fond de tout cela, il y a des transformations sur le plan financier, une forte réduction des finances publiques, notamment des fonds destinés à certains publics les plus éloignés de l'emploi, la multiplication des opérateurs de formation, Christian en a parlé, qui sont aujourd'hui des opérateurs de formation de toutes sortes, et parallèlement un cruel besoin de compétences qui s'exprime à tous les niveaux, dans tous les secteurs, et dont je crois il faudra aussi reparler. Alors à cela s'ajoute également un troisième constat, qui pour moi un point de vigilance essentiel, et dont par contre aujourd'hui il n'en a pas été question, et il ne peut ne pas en être question, eh bien, c'est celui des enjeux écologiques. La génération d'après nous attend au tournant. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus fonctionner, et nous ne pouvons plus penser la formation comme on la pensait, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Alors, bien des termes circulent dans le marché du travail sur ces questions-là. On parle, et bien évidemment, des fameuses compétences vertes qu'il faudrait développer dans les entreprises. On parle de promouvoir des approches éco-responsables. Bon, des mots, bien entendu, qu'il faut travailler, qu'il faut mettre à distance. Bon, c'est mon métier. Mais qu'il faut explorer dans leur densité pour voir ce que cela recouvre. On n'a certainement pas toutes les réponses à ces questions. Mais en tout cas, on sait qu'on nous attend, qu'il y a des attentes fortes de la société et qu'on ne peut fermer les yeux par rapport à ça. Du point de vue de ces questions écologiques, personnellement, je pense qu'il faut ne pas simplement entendre les enjeux écologiques, comme on l'entend, mais aussi plus fondamentalement développer ce que je propose d'appeler une approche écologique des environnements de travail et de formation, et c'est un projet scientifique avec lequel certains de mes collègues et moi sommes engagés depuis plusieurs années. Alors, dans un tel contexte, et au-delà des phénomènes d'actualité, à quel type de questions fondamentales finalement on est confronté? Se pose, il me semble, en premier lieu, là, une question qui est de savoir comment, dans un tel contexte, il est possible de garder vivant l'héritage des mouvements d'éducation populaire, dont nous sommes issus, à savoir que la formation tout au long de la vie est un droit universel, et que celle-ci ne peut être réduite à sa seule dimension court-termiste ou techniciste. Sous prétexte d'efficacité, d'adaptation de la main-d'œuvre au marché de l'emploi, le risque est de considérer la formation comme une seule variable d'ajustement, une seule préparation à la vie active, en oubliant
ce qui a été rappelé depuis le début, et ce que les jeunes qui viennent prendre la parole nous rappellent avec acuité, c'est que non seulement c'est la fonction non seulement émancipatrice de l'acte de formation, mais aussi sa valeur démocratique. Former, ce n'est pas seulement préparer quelqu'un à l'exécution de gestes techniques, ni même lui proposer un emploi, ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est plus fondamentalement, et c'est ce que fait l'INFA, accompagner les nouvelles générations dans leur devenir socio-professionnel et plus généralement dans leur processus de développement et de maturation en tant que sujet humain. Pour faire d'eux non seulement des acteurs compétents, comme on le dit aujourd'hui, choisissants, réflexifs, comme on entend aussi, mais aussi, et plus largement, des sujets citoyens, c'est-à-dire des sujets en capacité d'œuvrer au développement d'une société et des processus qui leur sont liés. L'idée n'est pas nouvelle, bien évidemment, et elle est au contraire très ancienne, et l'INFA est l'un des piliers historiques en France de ce projet, qui consiste non seulement à former par l'activité, c'est la formation, c'est la fameuse pédagogie par l'action qui vient d'être mentionnée et qui fait l'objet d'une recherche. Je tiens à citer cette recherche conduite par Suzanne ici, qui permet d'explorer en profondeur ce que c'est cette pédagogie de l'action en acte. Mais aussi et plus fondamentalement de participer au projet d'émancipation de la personne, au projet démocratique qu'il recouvre. Alors concrètement, à l'issue de ce propos liminaire, je dirais qu'au regard du contexte de notre époque et de l'ambiance idéologique dans laquelle nous évoluons, des difficultés de société auxquelles nous sommes confrontés également, il est plus important que jamais de rappeler un principe fondamental. Former suppose, au-delà des contenus à acquérir, des savoirs dispensés, des compétences à construire, de contribuer au développement chez la personne de ce que le philosophe et pédagogue américain John Dewey nomme un esprit d'enquête, c'est-à-dire un esprit réflexif qui repose sur ce que vous faites, ce que vous proposez, l'observation, la compréhension et l'analyse rigoureuse des situations et des phénomènes sociaux en vue de procéder à des choix rationnels et éclairés. C'est plus que jamais à ce défi auquel nous sommes confrontés, et des occasions comme aujourd'hui sont l'occasion de le rappeler et de se donner les moyens pour tenter d'y répondre. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Joris d'avoir planté ce panorama. Effectivement, c'est assez vertigineux tous les changements qui se sont opérés dans le milieu du travail, que ce soit du côté des apprenants ou des entreprises. Et Bruno, en conclusion de ce tour de table, vous reviendrez sur ce que ça change chez vous. Mais je me tourne peut-être vers vous, Eric Joanneau. Vous êtes directeur orientation et formation de France Travail. Avantage, on n'a pas besoin de présenter France Travail. Ça a changé de nom une fois ou deux au cours des 20 dernières années, mais moi j'ai connu la NPE. Donc, enfin, pas comme usager directement, mais voilà. De ce que vient de nous dire Joris, il y a énormément de choses qui ont changé. Vous êtes le financeur de la formation. Là aussi, comme il représentait la science, vous représentez les financements. Je sais bien. C'est juste pour susciter un petit esprit octogone qui manquait un petit peu jusque-là. Donc, sur la question de réinventer la formation, innover pour durer, ça a été dit, Jean-Baptiste, dans son discours d'introduction, a dit il faut qu'on aille dans des endroits où nous ne sommes jamais allés. Vous-même, chez France Travail, vous avez décidé de changer de méthode, de changer de logique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, comment est-ce que vous avez, pour prendre un mot un peu tarte à la crème, changé de paradigme dans la formation? Alors, vous l'avez dit, Vincent, on s'appelle France Travail dorénavant, et c'est vrai qu'on est parti sur une démarche du former pour insérer et du former pour recruter, dans le sens où les personnes que l'on accueille, et on en accueille de plus en plus depuis le 1er janvier 2025, leur premier besoin, c'est de travailler. Quand je parle de former pour recruter, alors j'entendais le précédent intervenant parler d'adaptation. C'est vrai que nous allons de plus en plus sur ce terrain, dans le sens où de plus en plus nous mettons en avant tout ce qui concerne les préparations opérationnelles à l'emploi. Alors, j'aime pas trop le titre, parce que c'est un titre de dispositif. Nous, on parle plus globalement de formation avant embauche, c'est-à-dire une formation qui va permettre de préparer l'individu effectivement à des gestes techniques, mais pas que.
porte beaucoup d'intérêt sur tout ce qui concerne les compétences socio-comportementales, parce qu'aujourd'hui, nous, les entreprises nous disent les compétences techniques, ça peut se développer, mais les compétences socio-comportementales, c'est pas forcément si simple que ça, et c'est bien quand les personnes ont pu les acquérir avant. Donc, on s'est beaucoup tourné vers ces dispositifs. Ils représentent aujourd'hui, dans les financements de France Travail, à peu près 50%. Il faut quand même que vous ayez en tête que sur une année comme 2025, France Travail aura financé pour un peu plus d'1,1 milliard de formations entre le coût pédagogique, la rémunération. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Ça veut dire que la moitié, un peu moins, parce que c'est des formations un peu moins longues, un peu moins de la moitié de ces financements vont être sur ces dispositifs. Ça représente aux alentours de 125 000 à 130 000 demandeurs d'emploi qui auront été formés via ce dispositif. Avec, tout à l'heure on parlait d'indicateurs, nous il reste important, notamment pour nos financeurs que sont l'État, notre conseil d'administration, avec un taux d'accès à l'emploi qui se situe aux alentours de 85%, ce qui, je dirais, en fait le taux le meilleur, mais c'est assez logique puisqu'il est associé à un contrat. Alors, au-delà de la formation, ce qu'on a souhaité, et on se retrouve très bien dans ce qu'est l'Infa, c'est tout ce qui est la dimension engagement. D'ailleurs, voilà, je voulais témoigner de ce que j'ai entendu de la part des stagiaires. On a bien ressenti votre engagement et c'est hyper important pour nous aujourd'hui d'avoir des gens qui vont vers la formation de manière engagée. Comment on obtient l'engagement? En accompagnant aussi notre public à mieux connaître les univers dans lesquels il pourrait travailler. On a développé beaucoup les immersions. Notre directeur général, Thibaut Guilluy, a mis dans un de ses objectifs l'objectif de pouvoir réaliser 1 million d'immersions. Et on se tourne assez logiquement vers les entreprises, puisque le travail se trouve dans les entreprises. Et donc, ce sont des partenaires privilégiés. Et je dirais, vraiment, on doit servir, nous, de trait d'union entre le monde de la formation et le monde des entreprises pour justement permettre à ce que les apprenants puissent accéder par ce schéma, je dirais, à l'emploi, ce qu'ils recherchent chez nous en premier lieu. Peut-être dire une chose, et je l'ai dit hier déjà, Vincent, dans une autre séquence où nous étions, mais vous n'étiez pas là. Je pense que il y a un mot qu'on utilise aujourd'hui. Vous avez parlé de financeurs de la formation. De plus en plus, nous, on ressent le besoin de changer un peu de mot pour parler de l'argent qui est mis dans la formation. Et je crois que ça a été dit tout à l'heure, on investit dans la formation. D'ailleurs, quand il a été lancé, le premier plan, qui est devenu un second plan, c'est le plan d'investissement dans les compétences. Donc on investit dans les compétences, on n'est pas dans un plan de financement de compétences. Donc on est vraiment dans cette dynamique aujourd'hui, ce qui nous amène, je dirais, à associer les entreprises, les OPCO, les branches également à ce financement. Associer aussi, et ça pourra peut-être en choquer certains, mais ça fait partie de l'engagement, les demandeurs d'emploi. On a parlé du CPF tout à l'heure. Nous, on pense qu'il y a finalement une forme de plus-value dans l'utilisation de ce CPF quand il est pour s'engager. Nous, on doit servir de levier justement pour permettre d'aller plus loin. Voilà, le sujet est vraiment de créer les conditions d'un écosystème aujourd'hui pour nous, un écosystème qui tourne autour des organismes de formation, des entreprises et des apprenants pour les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent accéder à l'emploi via le développement des compétences. Peut-être un mot sur les changements qu'il y a aujourd'hui. Vous m'avez dit on a changé de méthode, il faut sortir de la logique de commande de formation pour aller vers du pilotage et vendre du parcours plutôt que de la formation court-termiste. Ça prend quelle forme concrètement? Disons, ça prend la forme suivante, comme je le disais tout à l'heure. Hier, on était encore sur finalement
souvent sur des reconductions de besoins, pas forcément étayés. Aujourd'hui, on est sur un modèle qui va aller chercher beaucoup plus les entreprises, les intentions des entreprises, un peu un modèle entre la préparation opérationnelle à l'emploi collectif que portent les OPCO et la préparation opérationnelle à l'emploi individuel qu'on porte, et sur un modèle qui est proche de celui qu'a mis en place le Conseil régional de Pays de la Loire, c'est-à-dire vraiment avoir cet engagement de la part des entreprises de recruter des candidats à l'issue, ce qu'on ne trouvait pas forcément jusqu'à aujourd'hui dans les commandes que nous pouvions réaliser dans le cadre de nos marchés. C'est un point, je pense, très important. Je l'ai dit, il faut vraiment qu'il y ait un trait d'union entre les organismes de formation et les entreprises, parce que c'est la clé pour nous de l'insertion de nos publics. Alors tout à l'heure, j'entendais également le précédent intervenant dire qu'il y a de moins en moins d'argent pour les plus éloignés. Je ne dirais pas ça complètement, puisque aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'à peu près 3 demandeurs d'emploi sur 4 qui rentrent en formation fait partie du public éloigné. Parfois même, je vous dirais même qu'on nous reproche de ne pas financer par exemple pour des cadres, alors que les cadres peuvent aussi avoir besoin de formation. Donc c'est plutôt, je pense, un changement de méthode dans le sens où on doit avoir véritablement ce lien entre entreprises, organismes de formation et l'écosystème qui accompagne les demandeurs d'emploi. Peut-être un dernier mot. On s'attache de plus en plus à la qualité, et j'entendais des remarques sur la qualité des formations. C'est quelque chose pour nous qui est extrêmement important. Aujourd'hui, je pense que on a parlé de Calliope. Calliope n'est pas suffisant aujourd'hui pour permettre de garantir une qualité. Donc, on mène avec d'autres d'ailleurs des actions pour justement permettre une meilleure reconnaissance de la qualité, notamment des structures qui travaillent bien. On recherche aujourd'hui la meilleure formule, une forme de ce qu'on appelle en interne une forme de formascore qui pourrait nous permettre d'avoir, j'allais dire, à la fois un regard qualitatif sur l'insertion, mais pas que, sur l'accueil des apprenants, sur l'ensemble des critères qualité que pourrait recueillir chaque organisme de formation, sur la qualité perçue par les entreprises avec lesquelles l'organisme des formations travaille. Je pense que c'est un travail qui commence aujourd'hui, mais un travail qui est indispensable parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la formation, on est passé d'un temps où on avait encore 35 à 40 000 organismes de formation. Aujourd'hui, on compte plus de 100 000 organismes de formation et c'est très compliqué, y compris pour les demandeurs d'emploi, de s'y retrouver dans cette jungle de formation. Donc, il faut qu'on puisse les accompagner au mieux et les orienter au mieux. David Cluzot, délégué général d'Exopé du Synopdes, président de l'UDES et d'Uniformation. Pour avancer un petit peu sur ce tour de table, une quadruple question dans le plaidoyer sur l'avenir de la formation quand elle doit innover pour durer, c'est est-ce qu'il y a des métiers qu'il faut prioriser, quelle régulation, quel écosystème il faut mettre en place, et enfin quelle priorité il faut avoir en termes de public. Voilà, je suis désolé, je sais que ça fait beaucoup de questions. C'était ça ma question ? Oui. Je ne sais pas dans quel bout je vais le prendre. J'ai noté plein de mots depuis tout à l'heure, depuis comme je veux, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui on est effectivement, quelqu'un l'a dit, on est à un croisement pour la formation, et il va falloir qu'on prenne le bon chemin si on veut s'en tirer. Peut-être d'abord se dire des choses. On constate, parce qu'en réalité, il y a moins d'argent pour la formation. C'est très clair. Aujourd'hui, il y a moins de financement, on arrive à moins mobiliser d'argent pour la formation, et c'est quand même un sujet sérieux. Certes, France Travail met énormément d'argent, les OPCO, ce qui permet de saluer le président d'Acto, mettent aussi beaucoup,
beaucoup de moyens, et c'est aujourd'hui sans doute du côté des OPCO, du côté des entreprises, qu'il va falloir aller construire la question de la formation et la question de son financement. On voit aujourd'hui un certain nombre de limites. C'est pas fini, hein. Si vous regardez rapidement les premiers feuillets du budget à venir sur l'apprentissage, ce qui nous est promis, c'est moins 1 milliard. Donc moins 1 milliard sur l'apprentissage, ça va quand même être un petit peu compliqué à mettre en œuvre dans les mois qui viennent. Je vous passerai aussi de ce qui va se passer potentiellement sur le bilan de compétences qui sera plus éligible au CPF, voilà, etc., etc., etc. Donc on a une loi, je vais faire un jeu de mots et vous m'en excuserez, mais on a une loi de 2018 qui est pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et je crains que la liberté de choisir finisse par devenir la liberté de payer, puisque c'est finalement ce à quoi on va être contraint, que ce soit celle de l'entreprise ou celle des salariés ou des actifs qui sont concernés par ça. Alors, je le dis avec un jeu de mots, mais je le dis aussi assez sérieusement, parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à conserver assez précieusement aujourd'hui la capacité que nous avons à former des personnes dans ce pays, et ce depuis longtemps, avec une vraie philosophie. Alors je viens de l'éducation populaire, moi depuis 2 heures, je bois les propos de tout le monde, ceux du président, de la ministre, d'absolument tout le monde. Mais l'ambition qu'on met en œuvre, puisqu'on a même moins de moyens, elle se réduit aussi de manière très nette. Elle se réduit de cette manière qu'on pense la formation ou l'accès à la formation dans une logique de plus en plus adéquationniste, ce qui doit nous interroger. Non pas que la question de l'adéquationnisme, c'est-à-dire de dire... Comment tu as dit, Hervé, on forme pour recruter, on forme pour insérer, on forme pour recruter. C'est-à-dire que la logique qui est en œuvre, peut-être pas encore complètement à France Travail, mais qu'on va retrouver chez certaines régions, c'est que je ne finance une formation que si derrière il y a une offre d'emploi. Alors il n'y a pas de sujet, il faut qu'on arrive, ça fait partie des objets, de la formation, mais ça veut dire que si on n'est que dans cette dynamique-là, potentiellement, on oublie un aspect important de la formation qui a été cité par Joris Delnas tout à l'heure, c'est cette question de dire que la formation aussi participe de l'émancipation sociale et de l'émancipation personnelle. Or, la logique très adéquationniste la gomme potentiellement, et donc quelque part, je ne dirais pas met en péril les parcours, mais pense la logique de parcours à très court terme et pas à long terme, pas sur une carrière qui est longue et pas sur une carrière dans laquelle on sait qu'on va avoir à changer de métier de nombreuses fois, à changer de parcours professionnel de nombreuses fois et de plus en plus. Des effets socio-économiques évidemment, mais aussi des effets des transformations technologiques. Nouvelle fois, les transformations technologiques, on en a toujours eu, mais les transformations technologiques qui sont aussi rapides que celles qui interviennent aujourd'hui, ça n'a jamais existé. L'IA aujourd'hui, c'est ça le sujet, c'est la rapidité de transformation et l'absence à peu près totale de savoir quelles sont les perspectives ou prospectives, c'est-à-dire qu'est-ce que va nous donner l'IA, comment les métiers vont être transformés. Alors, dans un an même. On est dans des délais, et des délais extrêmement courts. Je ne sais même plus quelles étaient les questions, hein, je suis désolé. C'est tes réponses. C'est ça, vous venez avec vos questions, vous avez les réponses. Ça a changé l'éducation populaire. En même temps, je fais l'Assemblée nationale, donc si tu veux, je fais des réponses de politique. Donc c'est important. Et par ailleurs, on a un système qui est un système aujourd'hui, qui est un système complexe, qui est un système confus. Je ne sais plus qui a employé le mot de maquis. Je crois qu'aussi c'est Joris qui a employé le mot de maquis. On nous a promis en 2018 un système dont on allait voir ce qu'on allait voir et que ça allait simplifier d'une part la capacité à pouvoir se former et la capacité à pouvoir flécher les financements de la formation professionnelle. Faites l'expérience un jour, regardez ce qui se passait avant 2018 en schéma, qui étaient les acteurs, qui étaient les financeurs, la manière dont ça se passait, comment on collectait, par où ça allait, etc. Et c'est le temps des OPCA, aujourd'hui on en OPCO. Et regardez aujourd'hui la manière dont ça se passe, c'est très compliqué, les acteurs se sont multipliés, on a eu des stratégies de marque, on a des stratégies de marché aussi, par exemple sur le CEP, les intervenants ne sont pas les mêmes sur l'ensemble du territoire, donc il y a des questions d'égalité sur le territoire, il y a des questions parfois de rupture d'égalité, des politiques qui sont radicalement différentes, et donc dans un système complexe où la personne, l'individu, l'actif, a du mal à pouvoir s'y repérer tout à fait complètement. Et par ailleurs, avec une autre tension ou confusion qui est amenée par cette logique de marché.
on n'est pas devenu un marché, on est totalement un marché. Aujourd'hui, la formation est totalement un marché, plus ou moins régulé, probablement aujourd'hui plutôt dérégulé que régulé, et donc là, on a un effort absolument important à faire, parce qu'il ne faut quand même jamais l'oublier, hein. Les fonds de la formation, ce sont des fonds publics, ou les fonds des entreprises, mais ce n'est pas des fonds, privés. En tout cas, ce sont des fonds mutualisés. Donc on doit quand même y veiller un tout petit peu. J'emploie beaucoup le mot veiller, mais je crois que j'ai envie qu'on veille sur la formation, sur l'appareil de formation, qui dans cet espace-là s'affaiblit un peu nettement, et puis à vitesse aussi beaucoup trop rapide. Donc pour revenir, cette notion de marché aujourd'hui, elle entraîne un accès à la formation qui est un accès biaisé. C'est du marketing, c'est du commerce, c'est le CPF avec des OF qui sont tout à fait vertueux, d'autres qui le sont moins. Passer à 100 000 organismes de formation, ça veut bien dire qu'il y a un marché et que derrière ça s'est développé et qu'on a pensé qu'il y avait des opportunités. Ce qui interroge quand même un tout petit peu sur la capacité de l'ensemble de ces organismes de formation à avoir une offre de qualité réelle. Pourtant, ils ont tous Calliope. Et je rappelle que l'objet de Calliope, en dehors de la qualité, c'était de réduire le nombre d'organismes de formation aussi. C'est caché, mais il était réel. Donc peut-être que Calliope qui nous ennuie tous, tu disais ça a été 33 mais ça nous ennuie tous, c'est peut-être pas la solution si on veut réguler. Il est utile sur la qualité mais il ne répond pas à tout. Donc 100 000 organismes de formation pour un gâteau, parce que c'est quand même ça si on est sur un marché qui se réduit. Donc avec des offres impossibles, des marchés sur lesquels tout le monde va, des propositions extrêmement agressives. Il n'y a pas longtemps, dans un marché, on a vu des OF qui répondaient à 5 € l'heure. 5 € l'heure de formation. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de détruire l'appareil de formation, mais on détruit la compétence des organismes de formation. Parce qu'à 5 € l'heure, ça veut dire qu'on n'est pas capable, au sein des organismes de formation, d'entraîner le développement des compétences, des salariés, des formateurs, de continuer à les qualifier, etc., etc. Et donc, Président, vous avez raison, on va complètement vers l'ubérisation. Donc on va vers la désocialisation de la formation. Dès lors qu'on est dans un système qui est celui-ci, comment on peut remplir les objectifs que vous fixez à l'INFA, qui sont les objectifs que je partage totalement. La question de l'émancipation, la question d'aller vers la citoyenneté, parce que c'est ça qu'on construit aussi dans la formation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que des travailleurs, on fait des citoyens. Jean-Baptiste, c'est pour toi, pas une citation parce que je la connais pas par cœur, mais quand même, si on levait l'écran, là on verrait Jaurès derrière. Et Jaurès avait quand même cette remarque de dire que la République s'arrêtait aux portes des entreprises. Or, le sujet de la formation aussi, c'est de refaire rentrer d'une certaine manière la République dans l'entreprise en tant que les entreprises doivent construire ou doivent devenir à but de citoyenneté, doivent être apprenantes et doivent construire un continuum entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Notre enjeu, si on est dans l'éducation populaire, de dire on construit des citoyens, ça commence dans l'entreprise. Et si ça commence dans l'entreprise, ça veut dire que les organismes de formation ont une obligation, une légitimité, une responsabilité extrêmement importante pour former des citoyens qui vont venir dans l'entreprise. Donc très clairement, les compétences techniques, oui, mais surtout toutes les compétences qui sont autour, qui vont faire qu'on va devenir demain à la fois un salarié, mais à la fois un homme ou une femme, à la fois un citoyen et pouvoir se projeter dans un avenir un peu plus lointain que celui que les logiques adéquationnistes, dans lesquelles les logiques adéquationnistes nous entraînent. Donc on a sans doute quelque part une réflexion un peu profonde à mener sur ce que doit être l'avenir de la formation professionnelle dans les années à venir. Synovdes, on a décidé d'engager cette réflexion-là en créant, et on a un colloque dans quelques jours, ce qu'on a appelé la conférence permanente des organismes de formation. C'est pas qu'un mot. C'est juste de se dire, pendant un an, là, et puis sans doute après, on va tous se mettre autour de la table, on va discuter, et puis on va se dire, mais qu'est-ce qu'on attend de la formation? Qu'est-ce qu'on en veut? Qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui changer dans l'écosystème qui est porté? Qu'est-ce qu'on a envie de construire et de dire dans la perspective? Alors oui, des élections nationales qui vont avoir lieu en 2027 et des élections régionales qui interviendront en 2028. Nous avons, puisque nous sommes des organismes de formation militants, inscrits dans une perspective de transformation sociale, cette responsabilité de proposer ce que nous imaginons être les solutions du futur pour la formation telle que nous imaginons la formation et telle que nous voulons la porter. C'est un enjeu central, fondamental, et sans doute qu'après, quand on aura réalisé tout ça, je pourrai mieux répondre aux questions de Vincent.
Alors, dans le désordre, vous avez répondu à 3 sur 4, et en un mot, parce que sinon on va vraiment déborder, mais sur la question de la priorisation, je sais que vous êtes attaché à la paupérisation de la jeunesse. Pour la combattre. Ça allait de soi. Sur la question de la priorisation, aujourd'hui, on a eu des témoignages tout à l'heure, enfin, on voit bien, c'était Marie-Fidèle, c'est un combat pour se former quand on est jeune. C'est un véritable combat pour se dire comment on peut avoir l'esprit libre pour pouvoir acquérir des compétences, se former et travailler sur ce sujet-là. Très sincèrement, ce que Nafa a réalisé, on prend des jeunes et on les amène quelque part où ils ont progressé, puis après on les laisse s'ouvrir vers un avenir qui sera le leur. Donc, si on ne travaille pas sur cette question-là un peu sérieusement, on va se planter. Alors, je pense qu'on se plante d'ailleurs assez souvent. Aujourd'hui, on a pris l'apprentissage, on finance très fortement l'apprentissage, et on s'est sans doute trompé, pour une part, sur l'apprentissage. La question de l'apprentissage, c'est les jeunes qui plutôt sur des bas niveaux de qualification, en tout cas, c'est nous qu'on porte. Bas niveau de qualification, niveau 2, 3, 4, je ne sais plus dans quel sens ça marche. Et on doit favoriser ces jeunes-là de manière extrêmement forte. La question aujourd'hui de l'ouverture de l'apprentissage supérieur, elle pose plein de questions. Elle pose la question de la pédagogie. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans le supérieur, on peut être par la pédagogie de l'alternance, c'est pas sûr. Et souvent, on utilise la question de l'alternance et de l'apprentissage dans le supérieur, non pas pour l'apprentissage en tant que tel, mais pour lutter contre la paupérisation de la jeunesse. Si le sujet est celui-ci, de dire il faut que tous les étudiants en France et la possibilité de pouvoir poursuivre leurs études tranquillement sans savoir s'il faut aller demander de l'aide sociale ou alors peut-être aussi avoir des négociations un peu dures avec des parents ou des parents qui ne pourront pas, peu importe toutes ces conditions-là, on a sans doute aussi cette responsabilité de savoir comment on pourvoit de manière très générale, sans que ça vienne interférer sur les logiques d'apprentissage, parce que c'est une méthode pédagogique. C'est pas une question d'assurer les revenus de la jeunesse. On a sans doute aussi une réflexion à avoir sur la question de l'allocation qu'on pourrait avoir pour que l'ensemble des jeunes puissent suivre aujourd'hui leurs études et soient mieux formés. Ne pas avoir l'esprit libre d'étudier quand on est étudiant, moi, me pose aujourd'hui une question absolument fondamentale. Vous êtes HR Director of Center of Excellence Learning and Development chez Disneyland Paris, puisque bon, voilà, c'est une multinationale. Disneyland Paris, c'est 19 000 salariés en CDI, 8 000 contrats courts, c'est beaucoup de choses. Il a été dit depuis le début, effectivement, effectivement, il faut quand même des entreprises pour que ces jeunes puissent se placer. En ouverture de ce tour de table, Joris a rappelé les bouleversements colossaux auxquels le marché de la formation avait fait part récemment. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, depuis votre poste d'observation, ce que ça a changé à la fois du côté des attentes des apprenants, mais aussi de vous, vos besoins de formation? Volontiers. Bonsoir à tous et toutes. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que la péniche nous attend, le cocktail, les stagiaires, tout ça. Donc effectivement, je suis directeur formation et développement pour Disneyland Paris. Disneyland Paris, premier employeur monosite de France, avec, comme vous le rappeliez, 19 000 salariés en CDI. Ancienneté moyenne 11 ans, 12 ans, presque 12 ans, donc assez rare dans le métier du tourisme, de l'accueil des services. À cela, on ajoute 8000 contrats courts par an, des personnes qui viennent par exemple pour les vacances de la Toussaint, pour 2 semaines, et qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes avec les compétences qu'ils ont, quelques compétences qu'on va leur faire acquérir en quelques heures, parfois quelques jours. Autre chiffre, je n'ai pas tout cité, donc je vais le citer parce qu'on parlait aussi du fameux ascenseur social français. Expression que je déteste, c'est pas en appuyant sur un bouton qu'on monte, c'est plutôt un escalier. Voilà, et on a vu les jeunes qui ont témoigné, ils n'ont pas appuyé sur un bouton, ils ont fait de l'effort, ils ont eu des galères, ils ont parfois descendu de marche pour en remonter une troisième rapidement. Donc 80% de nos managers sont issus du terrain, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à un poste de non-cadre et ils sont devenus, au bout de quelques années, managers dans nos équipes. Disneyland Paris, c'est 500 métiers, ceux que vous voyez quand vous visitez les parcs, en restauration, en boutique, sur les chars et parades, mais aussi des métiers très techniques, dans les métiers de la maintenance, de la sûreté, du soin, des infirmiers, des médecins du travail, et puis tous les métiers du siège, marketing, RH, finance, j'en passe et des meilleurs. 2500 programmes de formation actifs dans le catalogue, une trentaine d'heures de formation pour chaque salarié, chaque année à Disneyland Paris. Et puis quand on parlait des financeurs, eh bien, nous avons le plaisir de financer à travers les cotisations et puis notre investissement direct, à peu près 5% de notre masse salariale chaque année pour les efforts de formation.
Voilà, pour camper un peu le décor, la formation à Disneyland Paris, c'est évidemment la formation à la culture Disney, les formations à l'intégration. Disneyland Paris, c'est une petite ville, donc il faut arriver à s'y repérer, découvrir la culture d'entreprise, ses valeurs, etc. Des formations fondamentales sur les métiers, puisqu'on a la chance d'accueillir des personnes qui viennent alors soit sans bagage, soit avec un bagage d'étudiants en communication, qui vont se retrouver à travailler en boutique pendant 2 mois d'été pour payer leurs études. Donc on va leur prodiguer des formations pour qu'ils acquièrent les fondamentaux du métier. Puis après, des formations qualifiantes pour des personnes qui vont rester dans l'entreprise et qui vont avoir besoin de s'adapter, d'adapter leurs compétences à leur métier, à leurs envies de mobilité, à leur promotion peut-être. Une entreprise en pleine transformation, si vous suivez un peu l'actualité, on a un plan d'investissement de 2 milliards d'euros dans les prochaines années, donc avec des nouveaux produits, parce que nos visiteurs ont de nouvelles attentes. Nos salariés aussi ont de nouvelles attentes, de nouvelles exigences, donc il s'agit d'y répondre. Et puis il y a la transformation des process pour être plus efficace, l'arrivée des nouvelles technologies, pas que l'IA. Donc tout ça, ça demande un effort soutenu en termes de formation et d'accompagnement. Les compétences requises évoluent. Alors un serveur, il doit toujours arriver avec la bonne attitude, à bien poser l'assiette devant le client, mais il y a de plus en plus de technologies. Donc ça fait bouger les besoins en compétences. Il y a aussi un rythme. On a parlé tout à l'heure du rythme d'évolution des besoins. On sent, jadis, quand on adoptait un système, système RH, on disait on va l'avoir pendant 15 ans. Là, au bout de 3 ans, on change le système RH. Donc il faut former, reformer les collaborateurs. Des entreprises, alors nous on est un petit employeur, mais je pense qu'il y a tous les autres qui peuvent pas attendre parce qu'il y a des exigences de rentabilité. Voilà, il y a la pression macroéconomique, la concurrence. Et donc, on ne peut pas se dire, tiens, oui, très bien, un tel est pas mal pour qu'il soit bien, je vais le former, puis dans 5 ans, il sera prêt. Il faut former de plus en plus vite aussi. Et puis, des attentes des apprenants qui changent. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais un certain rapport à la connaissance. Si je voulais savoir quelque chose, il fallait que je l'ai apprise. Ou que j'ai un bon abonnement à la médiathèque du coin et que je puisse aller récupérer un bouquin, un article, etc. Aujourd'hui, les jeunes, mais aussi les moins jeunes qui sont dans cette salle, à partir du moment où nous avons un smartphone et une bonne connexion 4G, nous avons accès à l'immense majorité des connaissances humaines, en vrac, évidemment. Et donc, forcément, pour nos apprenants, s'il s'agit de dérouler du PowerPoint et de la théorie pendant des heures, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus du tout pour les jeunes générations. À peu près 25% de nos collaborateurs ont moins de 25 ans. Donc eux, ça ne fonctionne plus du tout parce qu'ils ont appris à apprendre différemment. Et ça ne fonctionne plus non plus pour les quadras, les quinquas, qui eux aussi s'inspirent des jeunes générations, on essaye de rester jeunes. On en a parlé tout à l'heure. Donc, rapport à la connaissance différent, rapport même à la compétence. Je discutais récemment avec un technicien de maintenance qui me disait, ça a bien changé parce qu'avant, pour savoir ce que je devais faire sur un moteur, il fallait que je connaisse. Maintenant, j'ai une tablette. Il faut que je sache où chercher sur ma tablette, mais cette opération qui est peut-être rare, je vais faire une fois tous les 6 mois. J'ai pas besoin de la maîtriser complètement parce que j'ai la tablette, j'ai les différentes, les process qui sont inscrits, donc je suis bien la tablette. Il faut que j'ai la bonne tablette, la bonne connexion et que je suis bien le processus et ça marchera. Donc un rapport très différent à la connaissance et à la compétence. Donc pour répondre à tout cela, ce sur quoi on travaille? On travaille sur déjà de la mise à disposition des formations, ce qu'on appelle en self-learning, désolé pour les anglicismes, mais en gros que la personne qui a besoin à un moment donné d'avoir une référence, souvent sur de la connaissance, d'avoir les basiques de quelque chose, et bien qu'elle puisse y accéder facilement à travers des portails de formation. J'ai envie d'avoir une petite aide pour savoir faire un briefing. J'accède rapidement à ce dont j'ai besoin aujourd'hui. On travaille beaucoup sur le social learning, donc comment est-ce qu'on arrive, et ça reprend la dimension sociale qu'on évoquait tout à l'heure. La formation, c'est aussi vecteur de lien social. Donc comment est-ce qu'on arrive à utiliser les compétences de transmission des savoirs et des savoir-faire de nos collaborateurs pour monter en compétence leurs collègues. Nous avons 700 collaborateurs qui sont formateurs terrain, donc des personnes qui ont été identifiées comme des experts et qui, une fois par semaine, une fois par mois, vont aider à l'accueil, à l'intégration, à la formation de leurs collègues.
On organise aussi des masterclass, des espèces de TEDx internes, avec des personnes qui viennent et qui veulent parler d'un sujet qu'ils maîtrisent et qu'ils vont pouvoir diffuser auprès de tous leurs collègues à travers un webcast, etc. Et puis, la formation sur le terrain. À Fest, oui, on fait des expérimentations, mais c'est je dirais, pour caractériser, pour sanctuariser les choses. Mais au-delà de cela, la formation sur le terrain me paraît très importante. Et c'est la combinaison des trois. Qu'est-ce que je peux apprendre tout seul, et notamment toute la partie théorique? Qu'est-ce que je vais apprendre avec mes collègues en essayant? Peut-être en salle, pour être dans un milieu un peu protégé, pour pouvoir tester, pratiquer, me tromper 10 fois pour réussir à la 11e. Et puis après, la formation sur le terrain. Une illustration que je vais vous donner, c'est comment est-ce qu'on forme nos salariés qui sont pressentis pour accéder au premier niveau d'encadrement. Donc évidemment, dans un premier temps, il y a une phase d'identification. On se dit, ben lui, il a l'air pas mal, il a l'air d'avoir des aptitudes A. Et puis ensuite, on vérifie que effectivement cette personne est motivée pour devenir encadrante, parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir charge d'âme. Et à partir du moment où la personne s'est motivée, eh bien, on la fait rentrer dans un programme qui va durer 3 mois. Et chaque semaine, cette personne, elle va passer une journée en formation pratique. Comment j'anime un briefing, comment j'observe un collaborateur, comment je reconnais sa performance, comment je recadre si c'est pas bien. Et les 4 autres journées vont se passer sur le terrain. La personne va être en formation, en faisant acte d'être un chef d'équipe, mais il est en formation et pendant ces 4 jours, il va être observé par son leader qui va pouvoir valider si la personne maîtrise non seulement la connaissance théorique, évidemment la pratique qu'elle aura réalisée en salle, mais aussi la pratique qu'elle fait sur le terrain concrètement. Et au bout de ces 3 mois, eh bien, évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui n'y arrivent pas ou qui ne veulent pas, qui, en ayant découvert le métier de management de proximité, eh bien, ça ne leur convient pas. Et au bout de ces 3 mois, eh bien, nous pouvons passer à la phase de promotion pour les personnes qui ont réussi. Tout ça pour dire, et pour en conclusion, parce que la péniche nous appelle, j'aime beaucoup le logo des 80 ans de l'INFA. Donc, félicitations à l'équipe qui l'a créé. Moi, ça me parle beaucoup ce logo parce que j'y vois des étoiles. Alors, Disney, les étoiles, une chose à dire. Mais au-delà de ça, c'est aussi de révéler des talents, des potentiels. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, j'ai aussi reconnu le cercle de l'infini, le symbole de l'infini, qui est bien en lien avec la formation. On apprend avant les études supérieures. Parfois, on fait des études supérieures quand on entre dans une entreprise. Puis, on va apprendre pour s'accompagner et accompagner les autres tout au long de notre carrière. Merci beaucoup. Alors effectivement, vous parlez de quelque chose qui est né pendant le plan d'investissement dans les compétences, et notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur où on a la particularité de porter le plan régional. Voilà, c'est l'État qui nous a confié le plan régional, et les équipes ont mis en place ce qu'on appelle la détection de potentiel, qui est en fait, pour ceux qui connaissent un autre dispositif de France Travail qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, l'aspect plutôt vocationnel des choses, et effectivement, ça concourt à préparer véritablement les publics. Là, on a beaucoup parlé de formation, mais c'est vrai qu'on a pas mal de dispositifs. On parlait cet après-midi ensemble de valoriser son image professionnelle, qui est un travail sur justement les compétences socio-comportementales. Et c'est quelque chose sur lequel on continue et on continuera à investir, parce qu'on est persuadé qu'il y a vraiment ce combo entre compétences socio-comportementales et compétences techniques qui est véritablement à travailler. Par contre, je le redis, on a vraiment une obligation, c'est aujourd'hui, on est quand même devant des personnes qui doivent être positionnées de plus en plus devant différents métiers avant de choisir. Je pense, et c'est encore peut-être plus vrai sur le public jeune, on s'aperçoit véritablement que c'est en les mettant en face de ces métiers qu'ils vont se rendre le mieux compte
du sens qui va être le leur et de la projection qu'ils vont pouvoir faire dans ces métiers. Je pense que Brigitte Klinkert, l'anecdote qu'elle a portée sur la personne en EHPAD, c'est ce témoignage, c'est que c'est vraiment dans les conditions du réel, et tout à l'heure le mot expérientiel pour l'INFA a été beaucoup repris, c'est vraiment en mettant en condition du réel qu'on amène le mieux les personnes à se projeter, qu'on les accompagne le mieux. Peut-être dernière chose, en lien, je pense qu'on est aussi dans une ère où il faut vraiment qu'on pense que la formation, ça va être un cycle récurrent. Et nous, on se prépare à avoir des gens qui vont revenir et qu'on va devoir reformer sans cesse. Pour le CPF, je voudrais donner quand même quelque chose de positif. Aujourd'hui, c'est le premier financeur pour les demandeurs d'emploi, à peu près 450 000 demandeurs d'emploi l'année dernière qui se sont formés avec leur CPF. Alors, je ne parle pas que du permis ou des bilans de compétences, mais il en faut. 30%. Oui, mais il en faut, mais il n'y a pas que ces formations. Nous, c'est un levier extrêmement fort pour nous. C'est donner aussi la possibilité, justement, avec ces gens qui, j'ai bien aimé le mot, qui payent leur formation, de pouvoir financer et d'investir pour la formation d'autres personnes. Donc on est dans cette logique véritablement de chercher des solutions pour que ce renouvellement de formation tout au long de la vie puisse se mettre en œuvre. Parce que je pense que c'est un cycle qui est amené à exister, pas comme quand j'ai commencé, où on pouvait commencer finalement avec un métier et le continuer toute notre vie. Les jeunes, et j'ai des enfants, ils réfléchissent un peu différemment. Donc, voilà.